Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. On espère que vous allez bien. Je suis votre hôte, je suis Sawyer, le CEO. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Cinécho et de Joe. Bonsoir, Salut, salut. bonjour. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'un nouveau film qu'on a eu la chance de voir en avance tous les trois, notamment. Qu'on attendait plus ou moins, hein, enfin même beaucoup dans le cas de certains. Puisqu'on va parler aujourd'hui de The Bike Riders, le nouveau film de Jeff Nichols après un sacré bout de temps quand même, avec un énorme casting, Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy. Dans des rôles plus petits, on a aussi Michael Shannon, Norman Reedus, enfin voilà. Quand même une belle brochette. Et on attendait beaucoup ce film, mais on va peut-être un petit peu dire, pour les gens qui ne savent pas même de quoi parle le film, un petit résumé. Nico, de quoi ça parle The Bike Riders? Eh bien, The Backriders, ça parle du destin d'un groupe de backriders, donc qui sont littéralement des personnes qui roulent à moto durant les années 60-70 dans les États-Unis. Donc, on va suivre du coup un petit groupe de backriders et aussi au-delà de ça, un petit groupe de personnages, dont notamment Austin Butler et Jodie Comer, sa petite amie, qui va servir de fil conducteur, on va dire, pour le récit, parce que c'est un peu elle qui va raconter l'histoire de ce groupe. Et ça consiste à, globalement, ouais, suivre ce groupe durant les années, que ce soit à leur apogée, entre guillemets, lorsqu'ils étaient vraiment très présents aux États-Unis, et puis à l'inverse, quand ça a commencé vers la fin à y avoir un petit déclin, on va dire, qui va être montré dans le film et qui va nous être raconté par le personnage de Jodie Comer, justement. Et voilà, pour ce qui est de l'histoire de Backriders. Donc merci beaucoup. Bah voilà, je pense que tu as plutôt bien résumé le film, qui a quand même une structure narrative qui est assez particulière, dont il faudra qu'on parle. Mais je vais te lancer toi, Joe. Qu'est-ce que c'est ton rapport à Jeff Nichols, à sa filmographie? Et en bref, qu'est-ce que tu as pensé de The Bike Riders? En bref, Jeff Nichols, je n'en avais jamais vu aucun avant de Bike Riders, je n'en ai toujours vu aucun après de Bike Riders. Mais c'est une matière cinématographique qui m'intéressait beaucoup de par son cast, de par toute la DA qui se teasait autour, et au final, c'est une plutôt bonne surprise. Mais vraiment, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, comme le chantait Sylvie Vartan, sauf quand c'est Austin Butler et Tom Hardy. Oh, c'est épuisant. Ah, Il est il parle, épuisant. il parle. Il débite, il débite. Il débite, il peut plus s'arrêter. Mais Exactement. et toi, Nico, qu'est-ce que c'est ton rapport à Jeff Nichols et qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes lignes de Bike Riders? Alors Jeff Nichols, je savais qu'on allait du coup découvrir ce film un petit peu avant. Du coup, je me suis dit que j'allais au moins essayer d'en découvrir un ou deux. Et les seuls qui étaient disponibles sur les différentes plateformes de streaming, c'était Mud, qui est sur les rives de Mississippi, qui est le seul qui était disponible, que j'ai beaucoup apprécié découvrir avec un magnifique casting, de très beaux décors et vraiment on ressent déjà un peu la thématique qu'on ressent aussi également dans Backrider, c'est-à-dire que le film veut évoquer un peu l'Amérique profonde. Les personnes qui vivent justement dans ces là en l'occurrence dans Mud, c'est des personnes qui vivent sur des péniches dans une sorte de bayou, avec notamment une personne qui est jouée par Matthew McConaughey, qui est seul sur une île et qui doit essayer de s'échapper. Il y a aussi le jeune Ty Sheridan, qui a joué notamment dans Ready Player One ou Black Flies cette année, qui était tout jeune à ce moment-là, qui était déjà excellent en tant qu'acteur. Et c'était vraiment un très bon film, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, avec un très très bon casting et des thématiques très intéressantes, une ambiance très très cool. Et bah, sur Backriders, eh bien, j'ai encore plus apprécié, je dirais presque, pour sa structure narrative et pour son casting. Assez différent malgré tout sur comment il évoque cette histoire, beaucoup plus rythmé, j'ai trouvé, que Mud, qui n'était pas un défaut en soi dans Mud, mais là, Backriders est peut-être un peu plus soutenu en termes de rythme et peut-être plus avec beaucoup plus de scènes, etc. Mais on retrouve toujours cette idée de parler d'une Amérique profonde, d'une Amérique oubliée aussi, d'une certaine manière. Et le casting, la mise en scène, l'ambiance sont vraiment très très agréables. J'ai beaucoup apprécié découvrir ce Backriders et on va pouvoir en développer un petit peu plus sur pourquoi on a aimé. Mais avant qu'on développe ça, mon cher Sawyer, de ton côté, quel était ton rapport justement avec Jeff Nichols et ton avis bref sur le film? Bah, je vais rejoindre l'avis enfin, je vais rejoindre le camp des non-cinéphiles, des fake cinéphiles, comme on dit, dans lequel est Joe. C'est-à-dire que, comme lui, j'ai vu aucun film de Jeff Nichols Ouh. avant. Je sais qu'il faut que je les voie parce que les films m'intriguent énormément. Et surtout, après Bike Riders,
Les films m'intriguent énormément pour le coup, parce que justement, j'étais très intrigué par The Bike Riders, de par son esthétique, de par voilà, le contexte de l'histoire, etc. Moi, c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Et j'ai pas été déçu. Je trouve que à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs films qu'on a cette année pour l'instant. Je trouve que c'est un film qui est très spécial, qui m'a un peu désarçonné parce que il m'a assez pris par surprise en fait. C'est-à-dire que ce que j'en attendais n'est pas forcément ce que j'ai eu. Et c'est pas du tout une critique pour le coup. Je vais avoir besoin de le revoir justement quand il sortira parce que je trouve que c'est un film qui est assez dense, n'empêche. Et notamment, j'ai vu la masterclass de Jeff Nichols au Max Linder et qui parlait du fait que c'était un film qui était assez à part. C'est marrant que tu dises que c'est assez différent de Mud. Parce que pour le coup, c'est le cas. En fait, c'est un film qui est très différent. C'est aussi son plus gros projet, hein, si je dis pas de bêtises. Et justement, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette intervention. Mais c'est un film aussi qui va désarçonner par rapport à son rythme. Mais c'est surtout un film pour moi qui va parler de la nostalgie, qui va parler d'une époque qui ne peut pas revenir, etc. Et du temps qui avance, en fait. Est-ce que c'est de vieillir, etc. Tout en parlant évidemment de la sensualité, etc. On avait fait la vanne en off, mais c'est vrai qu'on peut le connecter plus ou moins à Challengers. D'ailleurs, il y a Mike Feist aussi, dont Effectivement, oui. j'ai pas parlé de Mike Feist, mais donc qui va interviewer Jodie Comer dans les parties voilà, encadrées par le récit. Mais effectivement, voilà, c'est un film qui est assez dense. Et voilà, j'ai hâte d'en débattre avec vous parce que je pense qu'il y a énormément de couches d'analyse dans lesquelles on peut plonger. Mais du coup, si peut-être on se lance un petit peu, voilà, justement dans cette analyse, qu'est-ce que vous avez pensé déjà? Moi, c'était une des choses pour lesquelles j'attendais voilà, le film. Après, on rentrera plus dans l'analyse plus profonde. Mais des comédiens, du jeu d'acteur de chacun. Mais surtout, on peut le dire, c'est un peu le grand retour de Tom Hardy. Alors, Nico déteste cette expression, donc je vais le dire, à du vrai cinéma. Alors, écoutez, j'accepte que l'expression soit employée de temps en temps. Disons qu'il y a un autre collègue parmi nous qui l'emploie un petit peu plus, mais j'en dirai pas plus. Moi, de mon côté, pour ce qui est du cast, effectivement, c'était l'une des attentes qu'on attendait forcément d'un tel film, parce que c'est quand même 3 têtes d'affiche qui ont une certaine notoriété désormais. Je dirais que déjà qu'Austin Butler, paradoxalement, c'est celui qui est en tête d'affiche, mais c'est peut-être le personnage des 3 qui est le moins mis en Il est mis en très en avant. retrait par rapport aux deux autres, en Voilà, fait. Ouais. c'est ça, il est mis en avant, enfin mis en retrait du coup justement. Et mais d'un autre côté, c'est pas forcément dérangeant parce qu'en fait, il a pas énormément de scènes pour pleinement s'exprimer, mais en fait, le truc c'est qu'Austin Butler, selon moi en tout cas, a un véritable charisme naturel qui fait que en fait, t'as pas besoin d'énormément de scènes pour clairement le développer. Il suffit que d'une seule scène, notamment à la fin, qu'on va pas spoiler évidemment pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais il y a une scène à la fin en particulier qui est, je trouve, assez forte et qui est très très bien jouée de la part de l'acteur. Et de manière générale, il a vraiment, comme je l'ai dit, un très très bon charisme. Quand il est à moto, etc., ça fonctionne du tonnerre. Du côté de Jodie Comer, ça marche également plutôt très bien. On peut sentir un accent américain bien prononcé avec les you know que mon cher Joe m'a dit de compter juste avant, et c'était peut-être pas une bonne idée parce que il y en a Tu fais beaucoup. baiser ta séance comme ça. Ah oui, non, il m'a défoncé ma séance, hein, merci beaucoup. Mais en tous les cas, c'était quand même, j'ai quand même passé au-dessus. D'ailleurs, petit jeu de mots parce que j'adore ça. Plutôt que Jodie Comer, je l'appellerais plutôt Jodie Comer parce que vu son personnage dans le film, c'est quand même, je trouve, tout à fait approprié d'utiliser ce terme, même si c'est pas une critique du personnage. Le personnage reste très intéressant parce que justement, ça apporte un regard extérieur d'une personne qui du coup découvre le milieu et qui permet aussi aux spectateurs du coup de découvrir en même temps le milieu des Backriders, tout comme le personnage de Jodie Comer. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool comme approche. Et le personnage est d'ailleurs plutôt bien développé également. Peut-être que ça aurait mérité peut-être une scène ou deux en plus pour vraiment bien construire le personnage, mais il y a quand même des événements autour d'elle qui sont assez marquants et plutôt forts. Et l'actrice se débrouille là encore très très bien. Et effectivement, je pense que on va peut-être être d'accord là-dessus. Je pense que pour moi, l'acteur qui ressort le plus, c'est Tom Hardy. Qui a enfin le droit, après plusieurs années, effectivement, bon, je vais te le dire pour faire plaisir, à du vrai cinéma. Voilà, comme dirait l'autre. En plus, je dis ça, mais je suis vraiment pas le premier à cracher sur les films Venom. C'est terrible. Bon, au moins c'est fun, on va dire. Mais bon. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. On va s'arrêter là. Dans tous les cas, Tom Hardy, c'est, je pense, le personnage qui ressort le plus, déjà parce qu'il est très très bien interprété par Tom Hardy, qui effectivement a un très très bon rôle et qui lui permet de revenir à un rôle qu'on appréciait le voir, et c'est très très cool de le revoir là-dedans.
Mais paradoxalement, son personnage, c'est pour moi celui qui incarne le plus le film, en fait, finalement. Dans ses thématiques, dans son rythme, dans tout ce qu'il incarne, aussi bien dans l'apogée des Backriders que dans le déclin au fur et à mesure. Je trouve que la façon dont il le joue et l'évolution de son personnage caractérise le plus l'évolution du film. Donc j'ai beaucoup apprécié son personnage, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Du coup, les trois ensemble, ça fonctionne très très bien, surtout qu'on a aussi d'autres seconds rôles plutôt, Ouais, dont plutôt je parlerai parce appréciables, que Michael Shannon, notamment Michael bah, Shannon. qui est un habitué de Jeff Nichols, Voilà. qui est son acteur fétiche, mais qui est quand même très impressionnant. Il y a une scène où il est proche d'un feu de camp. Bah, justement, il en a parlé dans la masterclass, justement, mais il y a une scène où il est proche d'un feu de camp et il arrive à te faire switcher d'une émotion à une autre. Il est très très balèze dans ce qui transforme en fait dans son texte. Il est plutôt, il est très fort aussi. Mm. Il y a aussi Norman Reedus qui passe une tête, alors j'avoue que j'ai eu du mal à le reconnaître au début, je sais pas pourquoi, alors qu'en vrai, bah... Avec sa grosse beubare là. Ouais, c'est ça, mais voilà, il passe une tête. Et tout le reste, alors il y a un acteur, je n'ai pas son nom devant moi, mais c'est celui qui joue le jeune Bike Riders qui va un peu grimper Ouais, dont on les parlera échelons. dans la partie spoiler, je pense. Effectivement. Lui aussi, je l'ai trouvé très très bon. De manière générale, honnêtement, je trouve que tout. Il n'y a pas une seule fausse note au niveau du casting. Je trouve Il a que. dirigé très bien ses comédiens, Ouais, effectivement. effectivement, ça fonctionne très bien. Très bonne alchimie entre les personnages au-delà de ça. Et moi, de mon côté, je n'ai pas été déçu par le casting, que je trouve vraiment très très bon. Peut-être même le point fort du film, peut-être. Dans tous les cas, c'est validé de mon côté. Et Joe, de ton côté, Qu'est-ce que tu as pensé du casting? est-ce que tu trouves Ben, Jodie Comer qui dit un petit peu trop de Juno, peut-être? il y a peut-être un peu de Juno dans Jodie Comer, mais je lui reprocherais plus son accent texan qui est vraiment forcé pour le coup. Mais honnêtement, les thématiques du film me parlent peut-être moins que vous, parce que je connais les inspirations de Jeff Nichols et que c'est clairement un film de rédemption, non, de résilience plutôt. C'est un film de résilience sur les écharpés du rêve américain. Et évidemment, on me dit à l'oreillette Easy Rider, c'est plus proche pour moi d'un film de Paul Schrader que d'Easy Rider, avec un peu d'univers de Sean Penn sur ce que sont les vrais éraflés du rêve américain, ces écorchés. Et d'un autre côté, ce personnage de Tom Hardy qui est lui-même l'Amérique, qui est belle au début, tu vois, tu as envie de l'aimer cette Amérique, mais plus il arrive, plus le film tombe sur ce que dénonce Nicole, c'est à savoir la fascisation de la jeunesse et la fascisation des mouvements dissidents. C'est assez bouleversant. Et oui, you know. Mais surtout, est-ce que tu aimes tant Michael Shannon et tu es tant bouleversé par lui parce que c'est un... Vraie question. Je pense qu'on va devoir biper ça, c'était. Mais non, par contre, il va falloir dire un truc sur Michael Shannon pour le coup. Bah déjà, moi je trouvais que, je sais pas entre vous, je trouve qu'il joue mieux que dans The Flash. Après, c'est un peu un unpopular opinion. Après, c'est Je sais pas ce que vraiment vous en pensez. impopulaire parce que The Flash, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Et Bike Ouais, bah Riders, ouais. tu vois, le cinéma, oui, on s'y approche. Mais son personnage est pour moi assez mal basculé. Ah, sur Michael Shannon? Il est d'un côté, on te le présente comme un et le fasciste du groupe, et de l'autre, on veut que tu t'attaches à lui. Et Ouais, mais non, malheureusement, ça parce marche pas. que, en fait, justement, il y a une scène qui a été pensée comme comique quand il l'a écrit, c'est-à-dire il y a une scène au bord d'un feu de camp, et il dit une phrase, dont on parlera peut-être en spoiler, il dit une phrase, et la scène devient plus du tout comique. Et la scène a été écrite pour qu'elle soit comique. Je trouve que dans leur texte, les comédiens arrivent à transformer la description des personnages et leur développement. Et sinon, c'est assez intéressant, justement, sur cette question de transformation, etc. Et la transformation, on peut aussi en parler sur le récit et sur forcément la transformation du scénario. C'est-à-dire qu'il y a une première heure. Pour moi, en fait, le récit a un truc très, très fragmenté. C'est-à-dire qu'il y a la première heure, parce que le film dure 2 heures en tout. La première heure est vraiment là pour décrire toute cette ambiance, etc. On sent que le scénario, c'est pas forcément ce qui intéresse Nichols. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est Oui, d'écrire une ambiance, d'écrire une société, etc. Un monde c'est vrai qui que la change. première heure, qui est intégralement non narrative, est la meilleure. Mais en fait, je suis pas d'accord. Je trouve que les deux se complètent bien parce que la deuxième heure, justement, on parlait du fait que Tom Hardy va prendre une grande place dans le récit. Elle va parler justement de cette Amérique qui est vieillissante, de ce rêve américain. Et il y a une scène à un moment donné, enfin une action de personnage justement, qui va transformer cette heure. Et justement, c'est là où justement dans le montage, même dans la construction du scénario, cette première heure va être très rapide, très mouvementée, etc. avec un rêve américain
quand ces personnes-là se battent, tu vois, c'est presque comique, tu vois, on voit pas trop l'impact des coups, tu vois, ils sont très, on dirait presque du cartoon parfois ou quoi. Et il y a un moment, il y a une scène, je pense que vous voyez très bien de quelle scène je parlais. Il y a une scène et il y a un truc qui arrive à un personnage qui va changer et où là justement l'action et la violence devient réelle et devient vraiment, mais justement viscérale. Et c'est là où justement ce rêve américain commence à périr. Il y a une époque qui est en plein changement. Et il y a des personnages qui vont réussir à s'en sortir en y échappant, en fait, et d'autres qui vont y rester. Et c'est pour moi ce qui est le plus intéressant dans le film. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que pour moi, le rêve américain est mort dès le début du film. Bah, c'est un autre rêve américain qui meurt au début du film. La C'est première un changement séquence du d'époque. film est littéralement Nichols qui assassine le rêve américain et laisse le spectateur admirer ce triste spectacle de ces jeunes dissidents qui veulent continuer de pouvoir rêver. Et tu parles de cette séquence cartoon, pour moi, elle est horrible à regarder et c'est quasiment une des séquences où je dois détourner le regard. Ils se battent mais vers le passé. Mais en Et fait, je c'est trouve des gens ça qui luttent. Oui, c'est vrai que horrible. c'est des gens qui luttent pour ne pas se faire oublier. Mais en fait, il y a un moment donné où justement, il y a un truc qui arrive où qu'est-ce qui arrive quand on ne Oui, peut plus lutter? En fait, quand on se retrouve mais coincé. tu peux plus Et lutter il y a un personnage, il y a un destin de personnage qui prouve ce truc-là au milieu du film. En fait. Mais justement, ce personnage-là, il est quand même heurté non pas par l'homme et par l'américain, mais par l'Amérique elle-même. Oui, et Littéralement, la séquence, c'est le destin qui s'en charge lui-même et qui rentre dans le film. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va laisser parler Nico par rapport justement à. Parce que tu n'as pas beaucoup parlé par rapport Non, mais au justement, en fait, scénario et à la le construction truc, du récit. le truc, c'est que le rêve américain, pour moi, le truc, c'est que vu que la structure même du film est très comparable parce que on a d'abord l'apogée, puis ensuite le déclin, en fait, moi, j'avais l'impression de voir un film de mafia, mais sur le domaine des chevaucheurs enfin, des Il y a de ça, backriders. hein. Ouais, bien sûr. En fait, le truc, c'est que du coup, j'ai retrouvé la structure là-dessus. Et forcément, il y a une critique, évidemment, du rêve américain qui, comme Joe l'a dit, on peut soit considérer que c'est dès le début qu'il est, qu'il est mort et qu'en fait c'est juste on va dire une sorte d'ersatz, un truc qui reste légèrement et qu'il s'accroche un petit peu au passé durant le film. Ou on peut considérer que c'est la dernière trace de rêve américain ou du moins d'une certaine utopie pour certains, en tout cas pour ces backriders qui pourraient encore vivre en paix. Et donc j'ai plutôt bien apprécié cela. C'est peut-être là-dessus où du coup, contrairement à toi, le film m'a pas forcément surpris. C'est-à-dire que tout ce qui se passait, il était bien raconté et tout ça, c'est très bien. Mais j'ai pas forcément été surpris durant le film, même les dernières scènes. C'est l'une des scènes les plus Non, mais on importantes comprend du où film, ça va etc. aller, hein, surtout C'est la ça, dernière scène. voilà. En fait, c'est limite au contraire une sorte de tragédie ou un truc vraiment où tu sais à l'avance comment ça va se terminer et tu te dis, ah, ce serait quand même dommage que ça se termine comme Mais ça, en mais dans le fait, ouais, sens mais où, voilà. les bandes annonces vendent un truc, une espèce de confrontation entre certains personnages qui n'a pas lieu, en fait. Et c'est ce qui rend le film assez spécial, je trouve, dans ce sens-là, en fait. Je sais pas si vous En voyez même temps, je de. pense que Après, pour le coup, j'ai vu le film vraiment avant que les bandes annonces sortent, donc je n'en sais rien. D'accord. Bah, tu Mais verras, mais ouais. J'en le parlerai vrai après en problème spoiler. pour moi, ça peut pas être une tragédie, parce que c'est pas découpé comme une tragédie, c'est pas en 3 actes le film. Non, c'est pas en 3 actes, mais justement, en fait, la première. C'est intéressant que Nico, justement, parle du côté mafia, etc. Parce qu'il y a une première partie, dans la première partie, on a une manière de raconter qui est très scorsésienne pour le coup. Hein. Enfin, les Oui. personnages qui sont présentés, tous les personnages secondaires qui sont Un face personnage du caméra fil dans un. conducteur qui. Et c'est Bien pour ça que je sûr. parle de Paul Schrader, parce que c'est le mec qui a écrit pour Scorsese. Ouais, ben, bien sûr. Et les personnages qui sont caractérisés aussi par un détail ou un truc, etc. C'est des personnages secondaires ou tertiaires qui sont très dans l'ADN de Martin Scorsese, justement. Mais c'est intéressant, justement, de créer une nouvelle ère, en fait, dans l'Amérique à travers le passé. C'est-à-dire que c'est pas un spoiler. Le personnage de Tom Hardy qui forme le groupe, il l'a, alors j'ai oublié le titre du film, je suis désolé, mais il l'a en voyant un vieux film de Marlon Brando à la télé, ils se sont inspirés et donc ils créent ce club-là. Et c'est justement comment les vestiges d'une Amérique passée créent une nouvelle Amérique, en fait, et une Amérique qui est destinée à elle aussi périr. Et donc c'est aussi un truc comme ça sur la nostalgie, etc. Le dernier plan est particulièrement, je trouve, assez émouvant et impactant là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est thématiquement vraiment dense. Et je pense qu'on en reparlera beaucoup en spoiler, mais peut-être on peut parler un petit peu de mise en scène aussi, de la photographie aussi, évidemment. Mais en termes de mise en scène, je trouve que la manière aussi qu'il a de filmer aussi la moto, la vélocité, ces clubs justement qui se suivent, etc. Enfin, le mouvement de groupe, etc. Je trouve qu'il est particulièrement impactant là-dessus. Ah, mais on est totalement dans une forme de western ici.
Bien sûr, c'est pas novateur, c'est pas nouveau, mais les Mais motos donc, sont je traités suis comme des assez chevaux, hein. surpris que tu cites Scorsese, ou que vous citiez Scorsese, alors que Jeff Nichols, beaucoup le comparent, et je comprends encore plus avec Bike Riders. Pour moi, c'est un nouveau Spielberg quasiment. C'est un Spielberg plus rural. Mais dans cette culte du passé et dans cette culte du quasiment cinéma à vouloir mettre en abîme quasiment tout, ça se perd un peu. Mais oui, c'est un acte, c'est du beau cinéma. Ouais, ça se démarque surtout quand ça utilise. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand on a la scène au début et où il se fait rattraper par les policiers. Et qui en gros il est à court d'essence, il me semble, au tout début. Il y a un plan que j'ai trouvé assez magnifique et qui montre à quel point je trouve il filme très bien les décors et les paysages de l'Amérique, en tout cas de cette Amérique un peu plus profonde. Quand on a vraiment, on voit presque l'horizon à perte de vue et qu'on voit juste légèrement les voitures de police avec un petit flou qui arrive. Il y avait un très joli effet d'image et de photographie à ce Mais moment-là. l'horizon chez Nichols est magnifique ici. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mm. Mais dans cette mise en scène, moi, ce qui me marque le plus, c'est les corps. C'est le corps et le corps mécanique chez Nichols. Au-delà de ça, les décors. Je trouve qu'en vrai, les décors sont vraiment palpables. Il y a Les un truc, décors, mais surtout, je pensais décors aux deux mots. Oui, DES. Bien oui, sûr, oui. Oui, j'avais compris aussi. Parce que tu faisais la vanne, le cœur ici, c'est littéralement utilisé comme un James Dean. bien sûr, mais d'ailleurs, tu faisais la vanne sur Sur Challengers, Challenger, mais dessus etc. Challenger. Il y a une vraie transformation par rapport même à la sexualité de ces hommes, alors justement à leur attrait, etc. Amoureux. Enfin voilà, il y a une vraie, il y a un vrai développement par rapport là-dessus. Et justement, il en parlait dans le truc. Il disait que c'est aussi les comédiens qui font ça en fait, c'est-à-dire qu'ils dirigent ces comédiens. Mais il y a une scène notamment autour d'un feu de camp avec Austin Butler et Tom Hardy où c'est Tom Hardy qui s'est rapproché, etc., dans le mouvement. Et ce qui pourrait être juste un chant contre chant assez banal se transforme en une vraie scène virtuose, en fait, et qui est vraiment intéressant là-dedans, en fait. Mais on revient quasiment à du Happy Chapong, j'ai l'impression de dire. Je pense à une scène de pique-nique où les deux commencent à s'allonger l'un contre l'autre, mais c'est quasiment l'extase sensuelle par l'extase de la nature, et c'est quelque chose qui ne revient pas assez chez Nichols dans le film. Oui, oui, moi, je trouve pas qu'il revient pas assez, justement, parce que il confronte justement cette idée de la virilité de Tom Hardy, qui est un personnage qui va prendre beaucoup les devants, à justement cette dimension-là. Et je trouve que c'est un film, pour le coup, il le gère plutôt bien et il arrive plutôt bien à gérer tout ça, etc. Mais c'est vrai qu'Austin Butler est très mis en avant, alors que c'est pas son destin, et pour le coup, il représente plus l'époque que les autres personnages qui, eux, représentent ces personnages qui veulent rester dans cette époque. Austin Butler, c'est un personnage qui va, déjà l'acteur, on l'a dit, mais va tout jouer sur son regard et sur justement cette espèce de regard assez, bon, voilà, ténébreux, machin ou quoi. Mais justement, les personnages qui le confrontent ou qui le côtoient sont soit des personnages comme Tom Hardy qui veulent jouir de cette époque, qui veulent y rester, etc. Soit des personnages qui veulent progresser, qui veulent aller de l'avant ou qui veulent la quitter, comme ceux de Jodie Comer. Et c'est des personnages qui sont plutôt intéressants parce que ce personnage-là est un personnage presque fonction, je ne le dis pas négativement, et il va justement servir d'interaction. Et c'est pour ça que justement Jodie Comer et Tom Hardy sont bien plus impactants dans le film. Mais tu parles d'époque qu'on quitte, non, c'est juste une fatalité. C'est ces personnages qui veulent quitter leur époque, mais qui ne réussiront quoi qu'il arrive pas. Ils vivent dans le mort, et dans le mort, ils resteront. Bah, c'est compliqué, non? Parce que Tom Hardy, justement, est un personnage qui veut justement vivre dans cette époque, qui veut Bah, lui, continuer Tom Hardy, il est justement entre à. les deux. Pour moi, c'est lui qui Ouais, représente un peu le côté Et du c'est un film qui zombie, te Tom Hardy dit. dans le film. Quoi qu'il arrive, il veut vivre dans le mort, et il restera mort. ouais, Ouais, mais mais tu en fait, vois, il y a un. Tom Hardy, on pourrait dire que c'est un symbole de vérité, etc. Pour moi, c'est plus les personnages secondaires ou tertiaires qui sont très marqués dans leur côté. Quand on est au Chamoto, Oui, comme le surtout vers la personnage de fin. Norman Reedus, quoi. Voilà, surtout vers la fin, on va pas dire ce qui se passe, mais c'est là où ça commence à devenir de plus en plus important. Pour moi, Tom Hardy, justement, il représente ce côté. J'avais envie de faire ça vraiment juste pour une bonne chose, etc. Et il voit sa création un petit peu partir en fumée, entre guillemets. Il a un peu le cul entre deux chaises, de se dire Et puis il rejette sa littéralement. nouvelle génération aussi, enfin, voilà. ouais, voilà, est-ce que j'assume complètement le côté un peu plus violent, on va dire, de ce qui arrive, ou est-ce qu'au contraire je me retire, est-ce que je leur dis d'arrêter, etc. Et là-dessus, je trouve ça plutôt bien joué de Tom Hardy, c'est que le personnage, on le sent constamment en train de réfléchir, en train de se demander qu'est-ce que je vais faire,
mais tout en essayant de marquer quand même son territoire pour essayer de pas perdre complètement l'autorité qu'il a sur le groupe. Donc j'ai trouvé ça pas déconnant parce que pour moi vraiment c'est pour ça que je dis qu'il incarne le film, c'est que pour moi il incarne le côté où notamment vers le milieu de film on se demande est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait oublier cette période ou est-ce qu'on devrait complètement l'assumer, est-ce qu'on devrait machin. Il y a quelque chose de plutôt bien fait je trouve de la part du personnage. Moi, je suis complètement d'accord, ouais. Et si vous voulez, je pense qu'on va devoir passer en spoiler pour raconter plutôt. Il y a pas mal de choses à développer justement sur cette empathie qu'a Nichols, notamment avec ses personnages, et évidemment sur la conclusion. Mais ce qui est assez intéressant pour moi, c'est que, peut-être un tout petit peu avant de passer en spoiler, on peut aussi dire que c'est aussi un film où on sent qu'il y a de l'empathie pour les personnages, justement, contrairement à ce que je disais précédemment. En fait, Nichols vraiment ressent des choses pour ses personnages, mais c'est ce qu'il a dit notamment, ne s'identifie pas à eux. C'est-à-dire qu'il s'identifie au personnage de Jodie Comer, mais il regarde avec de loin, en fait, je trouve, les personnages de Tom Hardy et les personnages de Austin Butler, qui eux sont justement les vestiges d'une époque et auxquels on ne peut plus se projeter, en fait, on ne peut plus se refléter dedans. Et il y a un truc aussi assez passionnant du fait que ces personnages sont un vestige du passé, en fait. C'est clair. Ben, il se serait identifié au personnage de Michael Shannon. Bon, t'aurais quitté la salle, je pense. Oui, non, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu normal de s'identifier quasiment aux deux seuls personnages qui font le reflet d'une époque plus moderne. Parce que Mike Feist, c'est littéralement lui. Bien sûr. Mike Feist, qui est l'auteur du coup du livre original dont est adapté Bike Riders. Oui, parce qu'on l'a pas dit, oui, c'est ça. C'est que le livre est un livre avec des photos aussi, je crois. Hein, de Daniel. Il adapte des livres et des photos. Et ça marche. Parce que qu'on voit d'ailleurs dans le générique de fin. Sont dans le film. Qu'on voit dans le générique de fin. Et même au niveau du look, Mike Feist, c'est Jeff Nichols dans le film. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie recherche, etc. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a une vraie. Il se projette dans ce personnage-là et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et Jodie Comer, c'est justement la société qui l'interroge. Oui, c'est vrai. En plus, le fait qu'il développe pas tant que ça McFace, c'est pas tant déconnant que ça parce que y a une c'est un avatar, c'est un de ses avatars. Il y a une manière de dire que en gros le réal, il est là pour filmer, il est là pour montrer ce qu'il a envie, mais c'est un témoin en fait. Il doit rester derrière, il doit rester effacé pour que en gros tu puisses apprécier. Littéralement, le film, c'est quoi? C'est le cinéma et politique. On va l'interviewer, on va voir la société, mais la politique n'est pas le cinéaste. Oui, je suis d'accord. Il a un devoir de neutralité entre guillemets, une sorte de, c'est comme un journaliste finalement ou un truc comme ça. Donc j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça du coup intéressant là-dessus aussi. Bah écoutez, est-ce qu'on passerait pas un petit peu en spoiler, bon pour les gens qui vont nous quitter, allez voir les Bike Riders bien évidemment et revenez quand vous l'aurez vu parce que on vous conseille tous chaudement d'aller voir ce film en salle et de le soutenir. Mais est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la conclusion justement de donc on en a peu parlé exprès, mais donc des jeunes bikers vont justement vouloir intégrer le club des Bike Riders dans une scène que moi je trouve assez jouissive où justement Tom Hardy, alors attends, parce que si on parle chronologiquement justement, parce que Tom Hardy est assez blasé et assez, disons, misanthrope dans cette scène-là, dû à justement, on en parlait, mais la mort de son second, voilà, dans un accident. D'ailleurs, avec un magnifique effet de mise en scène, j'ai trouvé. Ah ouais, en fait, c'est encore plus violent. Horrible. Ouais, en fait, il te met la scène où tu vois du coup qu'ils sont en train de se prendre la voiture. Il coupe juste avant, il passe à l'autre scène. Du coup, tu te dis en gros, il veut pas le montrer parce que voilà, il veut respecter le personnage. Et du coup, il passe sur l'autre scène. Et d'un coup, il y a un cut qui te remet la scène avec un bruit d'accident direct qui est hyper fort. Et ça te met un choc encore plus fort que si tu l'avais mis de base. C'est intéressant que tu décrives justement ce découpage-là qui est vachement intéressant parce que pour moi justement, il explicite ce moment où la violence est en retrait justement dans cette première scène où justement il respecte le truc et il ne montre pas l'impact. Et pile au moment où il montre l'impact, là on va voir la violence. On va voir la manière viscérale de la montrer. Le truc justement avec les affaires du gang, etc. Le gang qui change, les personnages qui ne reconnaissent plus chaque membre, etc. Notamment ce petit jeune donc, qui arrive au club et où Tom Hardy comprend qu'en fait plus personne ne représente les valeurs du groupe parce que Austin Butler ne veut pas être en fait le chef du groupe parce que c'est ce qu'on disait, Tom Hardy voit qu'il vieillit, en fait, il voit qu'il ne peut plus presque incarner ce truc-là. Il essaye de lutter contre, mais il voit qu'il ne va plus pouvoir en fait incarner cette virilité en fait qui est incarnée par le groupe. Et donc veut Austin Butler comme successeur, mais voilà, on voit que Austin Butler hésite, etc. Et justement, on va voir ce petit jeune qui est prêt à complètement lâcher ses potes pour intégrer le club. Et lui, il dit mais attends, mais t'es un tocard quoi de vouloir. C'est dans une scène que moi j'ai trouvé vraiment marrante pour le coup. Où il lui dit mais
t'es quel genre de connard pour lâcher tes potes en fait pour pouvoir faire ça, casse-toi de là quoi. Mais justement en fait là la violence va beaucoup plus prendre son temps parce qu'on voit le temps qui passe, etc. Et c'est là où justement va y avoir ce gros switch par rapport aux structures à la structure du film. Et c'est ce qui en fait justement pour le coup un film qui est vraiment passionnant. C'est-à-dire que enfin pas la dernière scène, mais les dernières scènes avec Tom Hardy sont d'autant plus impactantes en fait. C'est-à-dire que le moment où on va pas se mentir, voilà, spoiler, mais on est en partie spoiler, mais on le sait que Tom Hardy va mourir justement dans cette dernière discussion avec Jodie Comer, etc. Ou avec le justement I guess none of us got him, voilà, parce que les personnages se battent pour plus ou moins Austin Butler qui décide de se barrer. D'ailleurs, il y a un moment où Austin Butler dit c'est trop, je me barre. On le voit plus dans le récit. Et c'est justement là où Austin Butler constate la violence et décide de partir quand on doit blesser voilà, le personnage qui veut devenir flic. On notera voilà. d'ailleurs qu'il me semble, à confirmer, il me semble que le plan où il part vers une autre destination, il y a devant la voiture de Tom Hardy, du coup devant aussi le personnage de Steve Butler, un feu rouge. Ce que je trouve assez fort parce que c'est aussi bien le feu rouge parce qu'on a parlé depuis le début que Austin Butler arrête pas de griller des feux parce qu'ils s'en fout, voilà, c'est un mec qui vit sa vie à fond. Et d'un autre côté, pour moi ça représente aussi le fait que Tom Hardy, il a un stop de voiture en disant il faut pas que tu y ailles, n'y va pas, mais il va y aller quand même. Il est bloqué quoi qu'il arrive. Comme on le dit depuis le début, Tom Hardy vit dans le passé, il se prend un feu rouge alors qu'il y a le futur devant lui. Et il restera. J'ai trouvé ça plutôt cool, visuellement. Et lui-même deviendra un feu rouge. Oh là là. Oh, c'est une violence la manière dont c'est raconté. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais désolé, il y a un rond rouge. Il se stoppe et à la fin quoi? Là il y a un corps, il y a littéralement un rond rouge dedans. Oui. Tom Hardy. En fait, dans la mort de Tom Hardy, il y a une vraie tragédie, c'est-à-dire que bon déjà ça reprend une expression. Alors je suis désolé, hein, j'ai pas la traduction française. Je pense pas que ça se dise en français, mais il y a une expression qui dit bring a knife to a gunfight. Voilà donc qui grosso modo veut dire venir à un combat pas préparé, etc. Et c'est littéralement ce que fait Tom Hardy, c'est-à-dire que parce qu'à chaque fois on a oublié de le préciser, mais à chaque fois que quelqu'un veut remettre en cause le statut de chef de Tom Hardy dans le gang, il vient le challenger, il dit on se bat au poing ou on se bat au couteau quoi. Et l'autre lui dit au couteau. Il arrive avec le couteau et hop, en un coup il se fait descendre. Et c'est justement cette brutalité en fait, vraiment en fait. Puis il se fait descendre surtout avec une arme et non pas un couteau. C'est ça qui marque le truc encore plus. Bien sûr. Mais qui marque une époque changeante aussi où il n'y a plus de code en fait, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de code. Indiana Jones. Ouais, c'est vrai que c'est le remake d'Indiana Jones avec l'Arche de Triomphe. Avec l'Arche de Triomphe. L'arc de Triomphe, pardon. L'arc de Triomphe, putain. Les aventuriers de l'Arc de Triomphe. Les aventuriers de l'Arc de Triomphe. Non, les aventuriers de l'Arche perdue dans le premier, justement. Avec. C'est un peu moins fun dans Back Raiders, quand même. Parce que... la scène est un peu moins fun, mais justement, c'est assez symbolique le fait que. Il arrive en bagnole aussi, enfin, il n'est plus à moto, etc. Tout est opposé, Ouais, tout est opposé. Là où le premier combat qui était au point et qui se faisait justement dans un milieu boueux, en fait, dans la campagne, etc. Là, il se fait sous un pont, dans un milieu plus urbain, au couteau, mais en fait, au final, non, parce que voilà, l'autre arrive direct avec un flingue et le descend. L'idéologie, dès le départ, on montre le fait justement, tu as parlé de la scène avant qui est plutôt jouissive où il est prêt à abandonner ses potes juste pour intégrer le gang. On voit qu'il y a au-delà d'une différence du coup sur visuel à travers effectivement voitures, motos, les décors qui changent, l'arme différente. Même dans l'idéologie, on sent il y a un côté encore plus presque égoïste d'une certaine manière, encore plus chacun pour soi et qui va aussi avec l'époque parce que peut-être qu'on peut imaginer que chacun a son interprétation, mais on peut aussi voir une interprétation de se dire que au fil des années on est devenu de plus en plus égoïste, on s'est un petit peu moins resserré, etc. Il y en a qui ont cette vision là et j'ai presque l'impression que dis-moi si je me trompe, peut-être que le réalisateur en a parlé dans sa masterclass, mais moi j'ai l'impression qu'il dit un peu un côté alors c'est pas directement c'était mieux avant, mais en tout cas il y a eu un changement, il y a eu un truc qui a changé dans la société, dans les mœurs qui ont pu c'est presque un travail de documentariste parce que justement il en parle dans la masterclass. Il disait que la plupart de ses films étaient dans un milieu plus disons campagne, plus naturel, etc. Là c'est un milieu qu'il connaît pas en fait, donc c'est un milieu très urbain et justement ça rejoint aussi ce qu'on disait par rapport au personnage de Mike Faist. C'est un personnage le réalisateur s'est documenté, etc. sur cette époque, et c'est vrai qu'il parle d'un changement d'une époque
qui est changeante, où les anciens bikers, eux, ne foutent plus rien. Tu le vois d'ailleurs, ils traînent chez Jodie Comer en branlant rien dans l'interview, etc. On le voit. Pardon, du coup, Evan, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. Je veux dire que même cinématographiquement, l'époque change via le rouge, encore une fois. Effectivement. Et via la robe, surtout. Oui, via justement le changement de Le fait que personnage, c'est vrai. personne parle de ce fusil de Chekhov constant qui est la couleur rouge, donc les feux rouges, une touffe feu rouge, et surtout la robe. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a un changement Il d'époque marque qui est littéralement à travers les Austin costumes. Butler n'est plus rien. Il n'est même plus. C'est horrible ce que je vais dire parce que c'était l'époque, évidemment. Mais en se barrant, il n'est plus avec sa femme. Il ne la surveille plus. Et tout le monde va vouloir essayer une sorte de défiance du chef. Parce que Austin Butler va être amené à prendre de plus en plus de pouvoir symbolique dans ce gang. Mais le fait que la femme soit maintenant convoitée par toute la crowd, toute la foule, et avec une tentative de viol en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a une tentative d'agression sexuelle. Bah, totalement. Et le fait qu'on prenne une prostituée et qu'on l'habille en Jodie Comer. Oui, non, t'as raison. Mais c'est vrai que t'as raison. Mais justement, il y a plein de. On pourrait parler encore beaucoup du film pour le coup. Il y a des scènes, notamment la scène de Michael Shannon. Justement, il raconte le fait que il y a cette scène où Michael Shannon raconte autour du feu que il s'est réveillé trop tard, donc il n'a pas pu s'inscrire pour aller à la guerre, etc. Et cette scène était écrite pour être comique, en fait. Et tu le vois d'ailleurs, tous les personnages rigolent, etc. autour. Du coup, Michael Shannon est allé voir Jeff Nichols et lui a dit alors toi tu trouves ça marrant, etc. Enfin, cette scène là tu la trouves marrante ou quoi? Et Jeff Nichols lui a dit oui, et il dit je trouve pas ça marrant, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans la scène. Donc il dit montre-moi toi comment tu vas la jouer, quoi. Et donc Michael Shannon fait la scène, tout le monde rigole, etc. Et après il s'arrête et la dernière réplique, alors je crois que c'est un truc comme ça, il leur dit il dit comme ça, il imite je sais plus si c'est sa mère ou quoi, mais il dit you're nothing. Et là, plus personne rigole et tous les visages sont très concernés, etc. Parce qu'il y a un vrai truc de, mais en fait, qu'est-ce que c'est en fait ces gens-là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des grands rejetés, etc. Et il arrive vraiment à transformer son personnage. Et même si voilà, c'est une vermine, etc. Comme tu l'as dit, Evan, il arrive à justement le transformer et à leur rendre une espèce de dimension très controversée du personnage qui est assez passionnante. Quoi, il est alcoolisé d'ailleurs, je crois. Oui, c'est vrai. Il est alcoolisé, mais honnêtement, que ça soit comique ou flippant, personnellement, quand tu prends un personnage qui est, durant la précédente heure, bien expliqué que c'est un antisémite et un anticommuniste, bah oui, c'est nothing. Oui, en fait, il y a un. Non, il y a une manière. Oui, c'est vrai qu'il y a une manière de le dire. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais si vous voulez, ça colle aussi le. C'est Nichols qui veut essayer de créer une fausse résilience d'un personnage qui ne mérite pas. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, tu voulais dire un truc. Non, mais là, c'est là où on retrouve cette question de neutralité aussi. Hein. C'est là le but. Là, au-delà de ça, en plus, vu que j'ai vu Mud, ça racontait aussi le côté de parler d'une Amérique ou de personnes qui ont été un petit peu oubliées par la société. Bah, là, ça s'inscrit aussi dans cette démarche. Alors, on juge ou pas le personnage pour ses actions, et effectivement, qui peuvent être condamnables. Mais le rôle du réalisateur à ce moment-là, tout comme le rôle de Mike Fest dans le film, c'est juste de raconter. Là, il te dit pas, pour moi, dans cette scène-là, il te dit pas texto, il faut absolument que tu aies de la peine pour ce personnage, vraiment, c'est un bon gars en vrai. C'est juste une scène qui te montre une façon de penser d'un personnage. Après, t'adhères pas, ça c'est à toi de voir. Mais pour moi, là-dessus, il n'y a pas une démarche volontairement de rédemption du personnage, entre guillemets. Non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais si vous voulez, on peut parler surtout du dernier plan, parce que justement, des années plus tard, Austin Butler revient, etc. Il y a tout un truc par rapport au fait qu'il n'a jamais pleuré, etc. Et là, c'est une scène très forte. Hein. Honnêtement, là, déjà, c'est bien aidé par l'interprétation. Parce que oui, je suis Austin Butler, comme d'habitude, nous sert une très bonne performance. Vous voyez Elvis, vous voyez Master of the Air, vous voyez tous ces trucs-là, c'est très bien. Et du Jodie Comer aussi. Et Dune 2, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était dedans, excusez-moi. Il est excellent dans Dune 2. Il est très bien. Dans Bike Riders, il ne l'a fait que dans Bike Riders. C'est purement spectral. Et purement, tu parles d'être marqué par la fin d'Austin Butler et de sa première larme, mais tout est mis en scène par le son. Non, je suis d'accord, bien sûr. Pas de musique à ce moment-là, c'est juste une scène pesante. Juste la rue, il revient à son état brutal. Ouais. Oui, bien sûr. La rue reprend son pouvoir sur le film. Ouais, justement, et ces deux derniers plans, justement, on voit l'écho
du son, des motos, etc. Parce que bon, voilà, on va pas détailler tout le film, mais à la fin, donc le petit jeune reprend le contrôle du club. Donc le club devient beaucoup plus Un gang. Ouais, bah C'est ça un, devient c'est un un gang gang, de hein. rue, C'est quoi. un gang. Et d'ailleurs, oui, et d'ailleurs, c'est documenté, hein, c'est-à-dire que après il y a eu les East Angels, enfin il y a eu les Angels, etc. dans les groupes de motards qui sont très connus, qui sont globalement des néo-nazis, on peut le dire. Mais dans ce cas-là, effectivement, on entend justement les derniers plans qu'on voit justement, c'est un chant contre chant avec Jodie Comer qui regarde Austin Butler à travers la fenêtre. Et on entend justement un écho de bruit de moto. Et c'est un mélange, voilà, de nostalgie en même temps de regret, en fait. Et il y a une vraie, en fait, c'est poétique et à la fois tragique, en fait. Je trouve ça assez beau et assez dense, en fait. Justement, la note sur laquelle le film te laisse. Ah oui, effectivement. Il y a là encore, c'est tout comme on parlait de Michael Shannon. Pour moi, c'est une fin qui peut être à double interprétation. Bien sûr. Soit tu peux le voir comme un côté un peu effectivement nostalgique, regret, dans le sens où effectivement c'est littéralement des échos du passé, hein, vraiment juste le son que tu entends des motos, Que au c'est loin, assez etc. bien, voilà, que au loin, donc c'est très bien représenté. Donc soit tu peux le voir d'un côté plutôt triste en te disant c'est une époque qui est passée, c'est terminé, maintenant bah il y aura plus ça, c'est du coup une mauvaise chose, ou à l'inverse. C'est aussi moi ce que j'ai imaginé et qui pour moi est une bonne chose, c'est en gros être nostalgique, parce que c'est pas mal, c'est pas un mal d'être nostalgique d'une époque qu'on a appréciée et de quelque chose, mais accepter qu'on est passé à autre chose, que c'est une nouvelle époque qui a démarré. Et pour moi, c'est assez bien représenté parce que il y a le son des motos, et après il lance un léger regard à Jodie Comer, assez souriant, qui peut à la fois être interprété comme un sourire, t'inquiète, ça va bien se passer, alors qu'au final, il a beaucoup de mal à accepter ça. Mais moi, je l'ai plus interprété comme en vrai, désormais, la vie que j'ai, la façon dont je suis installé avec ma femme, etc., c'est quand même un beau destin qui pouvait m'arriver, surtout quand tu compares à celui de Tom Hardy notamment, qui a eu un destin beaucoup moins glorieux. Donc, Effectivement. Vous parlez moi, pour j'ai aller- beaucoup aimé cette chanson. J'ai une vraie question pour vous. Vas-y. Le jeune, pour vous, vous l'avez tout de suite identifié comme un jeune ou comme un jeune Austin Butler? Bah, en fait, il est opposé à Austin Butler parce que justement, il y a un moment donné, bah, justement, suite à la mort de son second, là, le personnage de Tom Hardy, quand l'autre vient demander à être admis dans le club, etc., le personnage de Tom Hardy va lui dire: Ah, toi, si je te proposais de rejoindre, de devenir le chef du club, tu dirais oui direct ou quoi, machin. Et donc, il est vraiment opposé à ce personnage-là, qui a une grande gueule, etc., là où Austin Butler est un espèce de taiseux, etc. Pour moi, c'est pas un Austin Butler Junior, c'est presque son miroir opposé, en fait. Ah, tu vois, je l'ai pas vu comme ça. Moi, Ah ouais, c'est intéressant. En fait, non, mais c'est juste que je l'ai pas tilté durant la séance de me dire que c'est un miroir d'Austin Butler. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on peut y voir plus comme un sorte de Bah, miroir encore inversé. une fois, il y a plusieurs pistes d'analyse. Le gars qui pouvait. En fait, les deux ont. En vrai, je suis pas sûr qu'ils soient comparables. Parce qu'en vrai, Austin Butler, c'est un peu un Jean foutiste globalement, dans le sens où il veut juste vivre sa vie et participer au truc du club, mais il veut en aucun cas être investi. Et à l'inverse, pour moi, c'est plus l'opposé dans le sens où lui, c'est un gars qui est complètement investi, et même trop. Genre, il Oui, bien s'investit sûr. au point de détruire ses relations, même ses amis étaient prêts à les sacrifier pour. Enfin, sacrifier, c'est un grand mot, mais en tout cas, à les On va les trahir, abandonner. à les abandonner pour rejoindre le club. Et même sur la fin, le fait qu'il tue Tom Hardy avec un pistolet, pour moi, c'est peut-être pas forcément un miroir inversé C'est un dans le personnage sens prêt à tout, où quoi. c'est pas une même base de personnage. Par contre, pour moi, c'est effectivement à la limite deux personnages complètement opposés. Mais dans le sens Ah vraiment, bah oui. c'est deux visions complètement différentes des Back Riders et des idéologies qui vont avec. Donc, à la limite, moi, Parce que toi, j'interprète plus comme ça. tu l'as vu comme un jeune Austin Butler, Joe? Ben justement, j'ai cru que c'était un piège et que c'était des flashbacks. Oh putain, Ah. moi je l'ai pas du tout Ouais, vu. il imaginait un twist. C'est vraiment qu'à la fin. Ouais, tard Christopher Nolan. Ouais. Ah non, j'ai pas vu que ça comme ça. Perso. Non, je l'ai pas vu comme ça du tout. Non, personnellement, moi je l'ai pas vu comme ça. Bah Mais écoutez, maintenant je que pense tu que le dis, ça peut être une piste d'analyse assez intéressante sur l'anti-Austin Butler. oui, bah oui, c'est ça. C'est le personnage opposé justement. C'est ça c'est passionnant. De toute façon, en plus, il incarne la nouvelle. Enfin, si jamais on interprète le film comme une sorte de critique de l'évolution de la société vers une sorte d'égoïsme ou quoi, bah, dans ce cas, c'est le personnage lui-même qui incarne une nouvelle génération. En fait, c'est pour ça, je suis un peu mitigé en train de me dire, est-ce que le film, c'est un film de boomer qui est en train de dire c'était mieux avant,
J'ai pas cette impression-là Pas non du plus tout. parce qu'il C'est un lance quand film même. Non, de il parle d'un écho justement, il parle d'une époque Ouais, qui est voilà, changeante mais qui est c'est pour ça. viscérale. C'est ça. Oui, Donc du mais coup, la morale du film, c'est quand même que la jeunesse actuellement est de pire en pire. Mais je suis même pas sûr parce que c'est une époque qui se transforme en fait. Je trouve que le Et film n'a l'époque, pas de. d'accord, tu parles d'une dissidence qui est liée à une utopie, à la dissidence fasciste. Ouais, Aujourd'hui, je le vois il y a pas quand vraiment même comme ça. Mais... ce que dit le film. Bah, en tout Hmm. cas, le truc c'est que Termine si l'époque jamais. où une note positive et la résilience de Butler, d'accord. Donc, on peut interpréter que Nichols ne pense pas que la jeunesse de 2024 est forcément fasciste, mais là, on est en train de se relever. Ouais, je Bon. peux le voir comme ça, mais j'ai une autre vision pour le coup. Je trouve que c'est plus un film justement qui parle d'une époque qui est changeante, mais pour moi, c'est pas un film de vieux con en fait à base de c'était mieux avant en fait, parce que il montre justement que bah, les personnages, d'ailleurs il le dit, il dit moi je trouve ça beau, etc. Les personnages sur leur moto, etc. Mais jamais je les envie et jamais j'aimerais faire de la moto, etc. Parce qu'il montre justement le destin, mais terrible en fait. Et en fait, on pourrait reprocher ça au film s'il n'y avait pas justement les destins de personnages comme celui qu'on a décrit de cet accident de moto là, qui est poignant en fait et qui montre bah, en fait l'absurdité de cette vie là en fait. Et pour moi, du coup, c'est pas un film sur une époque qui était mieux avant. En fait, c'est un film sur une époque qui change et qui est en constant changement et sur des gens qui se battent pour pas qu'elle change, mais qui sont voués à accepter son changement en fait. Bah, de toute façon, si on interprète la fin sur Austin Butler qui accepte un petit peu son destin et qui a un brin de nostalgie, mais qui malgré tout est satisfait, on va dire, de sa nouvelle vie, dans ce cas, on peut dire plus globalement que le film dénonce une certaine jeunesse qui veut trop changer d'un coup, à la limite, une certaine vraiment trop poussée, mais qui ne veut pas dire pour autant que tout le monde est dans le même panier ou quoi que ce soit, qui explique quand même qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à vivre avec leur temps, à s'adapter Bien sûr. et à aller de l'avant, ce qui est en soi une très bonne chose. C'est la Et rédemption d'Austin Butler à la la fin. finit Voilà. dépressive. Comment? Et la seule qui fait ça finit dépressive. Non, c'est pas vrai, parce que le personnage de Tim Butler, c'est sa rédemption, il est transformé sa en cette rédemption, manière. d'accord, mais il passe parmi un gros down, vraiment. Accepter Bien sûr, le mais temps. c'est une phase. Le temps détruit tout. Littéralement Gaspard Noé, littéralement Jeff Nichols. Après, il faut forcément de la souffrance, entre guillemets, pour passer par là. Justement, si là, pour moi, ce qui rend cette fin à peu près satisfaisante malgré tout, c'est que tu dis que le gars, il a quand même subi des trucs assez difficiles, il a eu vraiment des périodes assez compliquées, pour qu'au final, il arrive tout de même à avoir une situation à peu près stable. Au contraire, ça la rend peut-être encore plus joyeuse, entre guillemets, qu'une happy ending classique qui est ultra forcée, ultra manichéenne. Là, on peut y voir une satisfaction peut-être encore plus gratifiante, je trouve, dans cette fin, d'une certaine manière. Après, en tout cas, Moi, je si, suis complètement si d'accord. on l'interprète dans le côté nostalgie Je suis et assez qu'on accepte d'accord. à aller dans le passé. Mais moi, du coup, je pense pas que le film soit. Évidemment, il y a des passages tristes, mais la finalité, pour moi, n'est pas dépressive. C'est une Pour lueur moi, d'espoir, je trouve. Voilà. ouais, voilà, c'est une note d'espoir pour ceux qui acceptent d'aller de l'avant tout en n'effaçant Et pas le passé. d'accepter que l'époque change, en fait, ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas un film qui te dit on détruit le passé, ça sert à rien. C'est un film Et qui qui est dit le opposé au passé a personnage de Tom existé. Hardy. Hein. Voilà, Ouais. le passé a existé. Il y a eu des beaux moments, c'est important de s'en rappeler, mais ça veut pas Il n'y dire avait pour pas autant que que des tu bons dois. moments, on peut pas vivre en Voilà, constante nostalgie, ouais, c'est ça. c'est ça. Donc pour moi, non, au contraire, c'est un film qui est assez pertinent sur ce message autour de la nostalgie, autour de l'époque qui est changeante. Donc aussi au départ, on peut le voir en surface comme un film de boomer, entre guillemets, je pense que ça va plus loin que ça. Et que honnêtement, non, c'est un film qui est très intéressant et très pertinent. Bah écoute, je pense on peut enfin, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire sur le film, mais je pense qu'on peut à peu près conclure sur les Bike Riders. On vous invite à nous donner votre vision du film, justement, suite à bah, ce débat sur certains points. Mais je pense que ici, on est trois à vous conseiller d'aller voir les Bike Riders, d'aller soutenir cette proposition voilà, qui sort ce mercredi. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé le film ou pas, d'ailleurs, hein, dans les commentaires. On les lit tous et on répond à la plupart. Donc voilà, et bah, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez ça le soir, et on vous dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao! Ciao.